Si vous regardez souvent France 24, son visage vous est familier, ses analyses politiques aussi. Pourtant, elle ne nous parlera pas de Zemmour, ni de Macron et compagnie ce mercredi. Roselyne Febvre sort un livre aujourd'hui aux éditions du Rocher, Les battements du cœur du colibri, ou le combat d'une mère face à l'addiction de son fils. Un livre d'une extrême sincérité. On vit avec vous la descente aux enfers d'Arthur, votre fils, votre désarroi aussi, vos espoirs parfois. Vous décrivez sur les premières pages un Annapurna sans sommet. Monter, je sais faire, dites-vous. Tomber aussi. Bonjour Roselyne. Bonjour Julien. Merci. Depuis 5 ans, vous accompagnez donc votre fils Arthur. Cette addiction à la drogue, elle a commencé avec le cannabis. Oui, en fait, le cannabis, c'est vraiment la porte, hein, notamment pour les jeunes. Alors, je ne dis pas que tout le monde doit être une armée de babacool et qu'on peut fumer son pétard. C'est moins embêtant si vous êtes un adulte. Un jeune, il a son cerveau qui n'est pas, il n'est pas en formation, c'est-à-dire un cerveau devient mature à 25 ans. Donc, sur un jeune ado Il avait 15 ans 15-16 ans. Du coup, ça vient vraiment atteindre des zones dans le cerveau qui, dans le fond, vous perche toute la journée, vous met dans un état non seulement pas euphorique, mais en tout cas vous met complètement à côté de la plaque. Donc vous travaillez pas à l'école, vous êtes ailleurs, et puis vous recherchez en permanence cet état-là qui est en fait anesthésier ses douleurs, anesthésier le fait que quand on va à l'école, eh bien on a des soucis parce que voilà, là il y a la compétition, on vous met dans un moule dans lequel vous voulez pas forcément entrer. Donc tout ça est multifactoriel et la drogue aide en fait à sortir de la réalité. Et ça s'aggrave après un bad trip aux champignons hallucinogènes. Ouais. Arthur est ensuite interné dans un hôpital psychiatrique. Vous dites qu'il est menotté, privé de liberté, il est comme condamné. Alors menotté, c'est quand quand on le retrouve après sa bouffée délirante, parce qu'il se perd dans Paris, on ne sait pas où il est, et on le retrouve au commissariat. Et donc il est en furie parce qu'il n'est pas lui-même. Je l'appelle le dévoreur d'ailleurs dans le livre. Et donc les policiers ne comprennent pas, comme moi, et donc ils disent voilà, votre fils va très mal, il est en furie, il faut l'emmener à l'hôpital psychiatrique. Et il a essayé de s'échapper plein de fois, donc ils lui mettent les menottes. Et au début, je leur dis attendez, c'est pas un criminel. Et puis finalement, c'est pour sa sécurité. C'est pour sa sécurité. Et il arrive menotté. C'est vrai de voir son fils menotté arriver et ensuite interné de force parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il veut se faire du mal parce que la drogue, en fait, vraiment le poursuit dans sa tête et il n'est plus lui. Et vous découvrez alors les hôpitaux psychiatriques habités, dites-vous, d'être désincarnés, des fantômes transparents, un univers froid finalement. Plus que froid, c'est un univers terrible. Je souhaite à personne d'aller dans un hôpital psychiatrique fermé. Alors, vous savez, il y a des hôpitaux psychiatriques parce que vous faites une dépression, parce que vous n'allez pas bien, donc ce qu'on appelle le service ouvert. Puis après, vous avez du semi-fermé, donc là où vous avez un peu des contraintes, vous ne pouvez pas sortir quand vous voulez. Et il y a le fermé, c'est-à-dire que c'est fermé à clé. Ils mettent... C'était le cas d'Arthur. Le malade en pyjama bleu, comme ça, s'il s'échappe, on le repère dans la rue. Et c'est vrai que c'est un endroit, c'est la cour des miracles. Il y a des gens vraiment très malades, très atteints, mais on mélange un peu tout le monde et puis on les change de chambre en permanence parce que il y a du monde qui arrive, donc on essaie de trier un peu par pathologie. Voilà, mais c'est vrai qu'on a le sentiment au fil de votre récit qu'on colmate les brèches, qu'on part au plus urgent et finalement il n'y a pas de traitement de fond qu'on propose à Arthur. Non, pas de traitement de fond. Le traitement, c'est de contenir. D'abord, dans un premier temps, contenir la crise maniaque, la crise, en tout cas, de cette bouffée délirante qui doit mettre... En fait, le cerveau met beaucoup de temps à descendre. Donc, en fait, il faut contenir. Donc là, j'ai envie de dire, heureusement qu'ils sont là, les hôpitaux psychiatriques, parce qu'ils se seraient fait du mal, comme tous les autres. Mais c'est après que ça pêche, parce que les médicaments, forcément, augmentent, parce qu'au début, quand vous faites une crise psychotique, on ne peut pas vous donner trop de médicaments. Mais c'est après qu'on charge la barque. Et là, en fait, vous passez de la drogue illégale à la drogue légale et vous devenez un zombie. Et pour sortir de cet état-là,
c'est compliqué parce que c'est une autre forme de perchage, j'ai envie de dire. Au début, vous êtes perché avec la drogue, après, vous êtes perché avec les médicaments. Il y a un problème de suivi, un problème aussi de diagnostic, finalement. Je crois qu'il a vu 5 médecins. Alors, il en a vu plein, mais c'est surtout qu'on a eu 5 diagnostics. Donc, bipolaire, non, il n'est pas bipolaire, il est schizophrène. Ah non, il n'est pas du tout schizophrène, il est trouble de l'hyperactivité, ensuite trouble de comportement, et en fait, 5e, c'est il a rien, il est juste addict à la drogue. Donc, voilà. Mais c'est surtout que le problème de l'hôpital ou de la clinique, c'est qu'on va pathologiser, on va donner des médicaments en fonction de la pathologie qu'on aura trouvée, et on ne va pas s'occuper de l'être qu'il est ou de l'être que sont tous les malades autour de lui. On ne va pas, parce qu'il n'y a pas de moyens. Il faudrait faire des psychothérapies, voilà, ils sont enfermés à la fois dans leur folie et on ne s'occupe pas d'eux en tant qu'être souffrants. Et c'est ça qu'il faut changer. C'est vrai qu'il y a quelque chose à soigner et là, vous restez finalement sans personne face à vous. Voilà, c'est un désarroi qu'on voit dans votre livre. Vous faites souvent appel à votre intuition, finalement. C'est vrai que ça revient souvent. Elle vous alerte souvent quand il y a un drame qui arrive. Absolument, je le sens maintenant, je le sens. Alors comme je le dis à un moment, parfois je suis comme un chien de garde, j'aboie un peu trop tard. Je vois à son œil s'il a fumé, je le vois s'il a pris des médicaments un peu trop. Je perçois quelques jours avant un mal-être. Et d'ailleurs, la première fois qu'il fait la bouffée délirante, je fais un rêve. En fait, je suis connectée. Je suis connectée à lui. Et j'ai une profonde impuissance, comme l'impuissance de tous les parents. Et là, aujourd'hui, j'ai beaucoup de témoignages qui me fendent le cœur, parce que j'aimerais les aider, parce qu'il faut faire quelque chose. Il faut que le gouvernement s'empare de cette chose comme fléau national et crée des structures entre l'hôpital psychiatrique, qui est beaucoup trop lourd et qui n'est pas toujours très adapté au bout d'un certain temps, les cliniques qui veulent faire du business et de l'argent, et au milieu, il n'y a rien. Ailleurs dans le monde, est-ce qu'il y a des solutions qui sont plus concrètes et plus durables ? Je sais que les Belges et les Suisses sont plutôt assez bons là-dessus, mais même là, c'est en train de fondre comme neige au soleil, parce que c'est pareil, c'est une question de financement. Alors vous avez des cliniques, mais extrêmement chères, où vont les addicts très connus, les stars, donc en Californie, et en Suisse aussi, vous avez un centre, mais extrêmement cher et totalement inabordable, enfin... Moi, c'est impossible. Donc, non, il faut faire avec les moyens du bord. Et les moyens du bord, c'est une petite barque, une coquille de noix sur laquelle vous baladez et dans une profonde solitude et un isolement, parce que personne vous aide. Je parlais de votre intuition, Roselyne, parce que finalement, le mensonge d'Arthur, il est au cœur aussi de son parcours. Vous dites que c'est pour lui une protection, une citadelle infernale. Il n'en sort pas. Ouais. Oui, beaucoup comme les gens qui se droguent, beaucoup, ils mentent. Ils mentent pour... c'est le grand, on va dire, le grand trait d'union entre les drogués. C'est le mensonge, parfois le vol, parce que pour se calmer, il faut de l'argent. Et le mensonge est une protection. Une manipulation, pour surtout le déni, en fait. Ils sont déjà dans le déni avec eux-mêmes, mais du coup, ils vous y mettent avec vous. Enfin, ils mentent parce qu'ils se mentent à eux-mêmes d'abord. Vous vivez un enfer depuis 2016 avec votre fils. Oui. Mais là, il va mieux. Il y a aussi votre sens de l'humour qui transparaît dans le battement de Cœur du Colibri. Il y a une séquence que j'ai trouvée très savoureuse. Vous êtes dans un vestiaire, dans une piscine. Vous écoutez deux femmes qui parlent des exploits de leur fils. Alors, elles parlent de Sciences Po, d'HEC, de New York, de Londres. Et puis, alors, vous vous dites, allez, les filles, à moi, mon fils se drogue. Il se shoot aux champignons. Il va faire des bad trips dans les catacombes. Et là, vous avez le sentiment d'être seule, incomprise aussi, coupée de la société. Oui, alors je raconte ça parce que en fait c'est une scénette que je m'imagine parce que je les entends parler. Oui, vous le dites pas. Oui. Oui, alors donc Daphné va venir peut-être dans le chalet à Megève, je ne sais pas, avec Jean-Charles. Et je suis face à deux grandes bourgeoises tout à fait sympathiques. Et moi, je me dis, j'ai envie de leur dire, les filles, à moi, à moi, à moi. Alors, moi, voilà. Donc, c'est des traits d'humour parce que c'est vrai que si je donne au lecteur, parce que c'est quand même, c'est un peu lourd. On rit, on pleure. Ouais. Voilà. Donc par moment, il faut des traits d'humour. D'abord pour moi parce que j'en ai eu. Parce que un moment j'ai des fous rires dans les hôpitaux psychiatriques avec ma fille. Il y a des gens qui viennent nous voir, qui nous racontent n'importe quoi. Et alors on est en même temps un peu nerveux, donc on rigole.
Oui, on pleure et on rit, et voilà, c'est la vie. Et c'est-à-dire dans les battements du cœur du colibri, c'est le témoignage de Roselyne Febvre et de votre aux éditions du fils Rocher. Arthur, aux éditions du Rocher. Merci beaucoup. Merci Roselyne. Julien pour cette belle interview. Merci ça nous change effectivement. C'est vrai, on reparlera de Zemmour, bien sûr. Peut-être. Merci beaucoup. Merci Roselyne. Julien.